Iran. La puissance aérienne peut-elle à elle seule apporter la victoire? Les bombardements d'Israël suivis des États-Unis sur l'Iran en juin 2025 ont profondément accentué les tensions au Proche et au Moyen-Orient. Alors dans les rendez-vous de la géopolitique, on a décidé de se poser deux questions. Quels étaient les objectifs de ces bombardements et quel est le bilan qu'on peut aujourd'hui en tirer? Et au-delà de cette question, on pourrait l'ouvrir à une autre, qui est celle de la puissance aérienne. On s'était interrogé déjà dans les rendez-vous de la géopolitique sur la stratégie militaire maritime. C'est une façon de prolonger cette question en se demandant si la puissance aérienne peut ouvrir les portes de la victoire. Pour répondre à ces deux grandes questions, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va d'abord peut-être contextualiser. On a eu des bombardements en juin 2025 qui ont été provoqués par Israël et suivis des États-Unis en Iran. Quels étaient les objectifs de ces bombardements? Quel bilan peut-on en retirer? Je crois qu'il est très important, si on veut être dans la capacité effectivement de dresser un bilan sur les bombardements tels qu'ils ont effectués sur l'Iran en juin 2025, il faut le faire en appréhendant trois dimensions qui sont différentes. D'abord, une dimension opérationnelle qui ne ramène plus directement à la situation militaire. Ensuite, une dimension tactique, puis une dimension stratégique. Et je pense qu'on devine là que si on prend la peine d'appréhender ces trois dimensions, il y aura peut-être des perspectives qu'on pourra mettre en place et qui seront différentes. Ce que je vous propose, c'est donc qu'on reprenne chacune de ces dimensions pour essayer de mesurer quels auraient pu être les résultats de ces bombardements tels qu'encore une fois, ils ont eu lieu en juin 2025. Donc d'abord, on a la dimension opérationnelle. Alors, le rappel des faits, c'est qu'on aurait eu l'aviation israélienne qui aurait commencé les bombardements dans la nuit du 12 au 13 juin 2025 et que dans la continuité, on a des bombardements américains qui ont été faits sur un jour unique dans la nuit du 21 au 22 juin 2025. Si on se met d'un point de vue opérationnel, il y a un aspect en toute transparence qui est indiscutable, c'est que d'un point de vue opérationnel, ces opérations ont connu un succès remarquable. Et si on s'arrête en particulier sur les opérations américaines, parce que c'est celles qui, en termes de symbolique et en termes d'impression, ont été les plus impressionnantes, je rappellerai quelques faits, si vous voulez bien, Olivier. On a quand même l'envoi simultané de 7 bombardiers B2 qui utilisent 14 GBU-57, donc c'est des bombes dont le poids est d'à peu près 13 tonnes et demie, avec 2 tonnes et demie d'explosifs pour chacune d'entre elles, qu'en plus c'est une offensive qui a été coordonnée sur plus de 30 heures, en traversant l'océan Atlantique, c'est-à-dire avec la nécessité que de pouvoir les ravitailler. Ça a nécessité de coordonner ça avec évidemment des F-22 qui préparent le terrain et avec un certain nombre d'avions de chasse pour protéger les bombardiers. Qu'en plus, il y a des missiles Tomahawk qui ont été lancés par un sous-marin. Donc on voit bien là, par l'amplitude des moyens qui sont utilisés, par la technologie qui est déployée, par la capacité à coordonner un certain nombre d'armes différentes, que là, on a manifestement le succès très très clair d'une opération militaire. Alors, c'est très important à souligner, me semble-t-il, pour deux raisons supplémentaires. La première, c'est que ça intervient dans une région qui n'a pas toujours été très favorable de ce point de vue-là pour les Américains. Et j'en veux pour preuve qu'il ne faut pas oublier que entre le 24 et le 25 avril 1980, ils avaient tenté une opération, ça paraît très loin maintenant, pour sauver, lors de la fameuse prise d'otages à l'ambassade américaine de Téhéran, les otages américains. Et il faut bien rappeler que ça s'était passé très très mal, puisque 2 aéronefs américains s'étaient télescopés, qu'ils avaient connu une dizaine de morts à peu près, sans même avoir atteint la moitié de la distance et sans même avoir pu commencer de mener à bien l'opération. Donc on voit bien que là, il y a quelque part aussi, ça je pense que c'est assez oublié, une sorte de revanche, et on voit bien qu'on est dans une logique de communication qui consiste à montrer que pour les Américains, nous sommes totalement capables de déployer des missions militaires, quelle qu'en soit la distance et quelle qu'en soit la nécessité. Donc là, on est dans la communication, c'est un point essentiel, si vous voulez bien, sur lequel je reviendrai par ailleurs dans une partie qui est plus spécifiquement dédiée à cette dimension. Après, on a donc la dimension tactique. Ce qui est intéressant sur la dimension tactique, c'est que là, il y a aussi deux considérations qu'on peut mettre en avant. D'abord, c'est que de façon indiscutable,
et les forces armées aériennes israéliennes et les forces armées aériennes américaines ont atteint, on va dire, une domination du ciel de l'Iran. Donc ça, c'est quand même une démonstration qui est indiscutable. Et qu'on est non seulement sur le terme de supériorité aérienne, voilà le terme qu'il faut avoir à l'esprit, puisqu'il domine l'espace aérien iranien, mais on est même dans une logique de suprématie aérienne. Ça, c'est un terme qui va plus loin. Parce que dans la supériorité aérienne, il peut y avoir combat, mais dans la suprématie aérienne, ça veut dire que vous êtes totalement arrogé, on va dire, l'espace de l'adversaire. Et de fait, si on transpose, on se rend bien compte que maintenant, si on appréhende les logiques de bombardement, il y a eu des bombardements qui ont connu de très très grands succès sur les lampes de lancement balistique iraniens, sur les sites de production iraniens et sur un certain nombre de sites donc, qui sont liés au programme nucléaire militaire iranien, même si c'est un aspect sur lequel il faudra revenir par la suite. Par contre, là où ce n'est pas totalement inintéressant que de prolonger la réflexion peut-être, c'est qu'on se souvient bien que lors d'une des séances précédentes des rendez-vous de la géopolitique, comment le commandement militaire cherche-t-il à obtenir la victoire? Il y a une condition, c'est qu'il faut que les succès tactiques puissent se transformer en un succès stratégique. Et ça, on va peut-être avoir la surprise de constater que ce n'est pas forcément aussi évident que pour la dimension opérationnelle ou que pour la dimension tactique. Ouais, parce qu'on le voit, les succès sont plutôt probants pour la dimension opérationnelle et tactique. On sent que vous introduisez une forme de nuance pour la dimension stratégique. Oui, parce que là, il y a un terme qui convient de mettre en avant spontanément, c'est paradoxe. Là, il y a un paradoxe qui est énorme, et je vais m'efforcer de le démontrer, parce qu'évidemment, on a beaucoup entendu dans les commentaires qui ont été tout de suite immédiats après les opérations, qu'on était sur une rupture, qu'on avait passé une étape, ou qu'on avait peut-être presque même franchi une ligne rouge, pour reprendre une expression assez classique, et que donc là, évidemment, on rentrait de plein pied dans l'usage de la force militaire, ce qui est vrai par ailleurs, et qu'on serait donc en totale rupture avec tout ce qui a été fait précédemment. Moi, je pense qu'on peut légitimement s'interroger sur le fait de savoir si c'est vraiment le cas, et je renverserai plutôt la proposition, d'où le paradoxe, en essayant de montrer qu'on s'inscrit plutôt dans la continuité exactement de ce qui a été fait avant. Comment quelque chose qui peut paraître un peu surprenant peut-il se démontrer? Parce que si on s'inscrit dans le long terme maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, depuis 1995, date des premières sanctions économiques américaines. C'est intéressant parce que ça nous remet quand même en perspective sur le fait qu'on est là sur un dossier qui est particulièrement long. Puis sur 2006, quand l'ONU a commencé à mettre les premières sanctions économiques, on a le sentiment qu'on est exactement dans la même perspective. Et que d'ailleurs, si on appréhende les deux présidences de Barack Obama lui-même s'inscrivait dans cette même perspective. On peut peut-être passer par l'intermédiaire d'un ouvrage qui est Obama, guerre et secret de David Sanger, qui avait été écrit en 2012, parce que dans le prologue au titre assez évocateur, le ver s'est échappé, on fait bien allusion à ce fameux programme informatique qui était censé complètement déstabiliser déjà les centrifuges iraniennes avec une sorte de virus, Stuxnet, qui était censé les faire accélérer puis les faire imploser. Pourquoi c'est très important à rappeler ça? Parce que ça nous met sur une idée centrale dont je trouve, et là je vais vraiment insister qu'on ne la met pas assez en avant, est-il vraiment possible de considérer qu'on peut arrêter sur le long terme un programme militaire d'un pays qui a ostensiblement et obstinément la volonté que de le poursuivre? Et on sent bien qu'en posant la question, on est déjà en train d'arriver à peu près à la réponse. Parce que si on regarde bien dans les faits la situation, de quoi s'agit-il? On ne peut pas arrêter un programme militaire si le pouvoir politique lui-même, directement concerné, en l'occurrence iranien, ne décide pas de l'arrêter. Donc on se rend compte qu'avec ces frappes aériennes, on est plutôt dans une situation où on n'a pas arrêté le programme, ça c'est très important à entendre, on l'a retardé. Donc on n'a pas remporté une victoire stratégique, on a obtenu un délai. Donc en fait on est dans une logique où on a gagné du temps, par rapport au fait qu'on espère entre-temps, il va y avoir un certain nombre d'événements politiques iraniens qui vont amener des modifications qui, elles, vont permettre une victoire stratégique. Et je vais peut-être même pousser le luxe que d'aller plus loin dans le paradoxe, parce qu'on va peut-être tomber dans le cœur du paradoxe, peut se demander si en fait ces bombardements aériens,
Le terme qui vient spontanément à l'esprit, c'est qu'il y a eu un étalage de puissance. Ce n'est pas magnifiquement une démonstration d'impuissance et même de double impuissance. Pourquoi suis-je en train de dire ça? Pour essayer peut-être de convaincre nos auditeurs qui, là j'imagine depuis quelques phrases, doivent être un peu étonnés de ce retournement en termes de dimension stratégique. D'abord, il ne faut pas oublier que la puissance est inversement proportionnelle à la longueur ou au temps qu'un défilé militaire dure ou se met en place. Et là, évidemment, on a à l'esprit ces défilés militaires interminables sur la plage rouge du début des années 80 qui peuvent durer 3h30 à 4 heures. Et donc, je refais la formulation. En fait, plus le défilé militaire est long, plus il cherche à masquer des insuffisances qui apparaîtront avec la chute de l'Union soviétique et le mur, et plus elle cherche à les masquer, plus elle les met en évidence. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, on est incapable d'avoir trouvé une stratégie alternative. Donc, ce n'est pas une stratégie voulue, c'est une stratégie par défaut. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est même doublement une stratégie par défaut, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la même logique, qui consiste à essayer de retarder un projet et de gagner un délai, mais maintenant, on n'a tellement pas réussi à le faire, ou apparemment le délai était tellement court, qu'on est obligé de déployer des moyens militaires. Et c'est une deuxième fois une source d'impuissance, parce qu'en réalité, on se rend bien compte, mais que l'issue stratégique ne dépend pas de ceux qui utilisent la force, mais qu'elle va dépendre du pouvoir politique tel qu'il est en place et du pays qu'on vise. Donc là, c'est bien le cas de constater, on est dans un paradoxe complet, donc je trouve qu'il a été rarement souligné, et que si d'ailleurs on observe la nature de la puissance aérienne, la nature de la puissance aérienne ne va que nous confirmer ce pressentiment tel qu'on est en train de le dresser. Alors justement, sortons peut-être du Proche et Moyen-Orient et de la situation du contexte actuel pour essayer de réfléchir sur cette puissance aérienne historiquement. Quels sont ses atouts? Quelles sont ses capacités? Quelles sont ses limites? On ne fait pas de prisonnier avec un bombardier qui traverse le ciel. L'Idelart. Alors maintenant, je vais expliquer quel est le sens de cette citation. Je rappelle d'ailleurs que ce qui n'est pas inintéressant, c'est qu'on avait dédié une séance des rendez-vous de la géopolitique à l'Idelart, dont l'intitulé était « Est-il le plus grand stratège du XXe siècle ?» Le titre me semble très important à rappeler parce qu'on voit bien qu'en plus, en faisant appel à l'Idelart, on a l'air de faire appel à un connaisseur en termes de stratégie militaire, ce qui est le cas, qui est particulièrement intéressant, et que donc ce qu'on va être amené à dire à travers sa citation va être d'autant plus à prendre en considération. Cette citation a deux sens. Le premier sens, c'est que si un bombardier ne peut pas faire de prisonniers, il faudrait peut-être se remettre aussi ça en perspective, quand on a certains commentaires qui ont l'air de s'enthousiasmer sur le fait que les pertes seraient modérées, c'est qu'il faut quand même rappeler que vous ne pouvez pas vous saisir de la victoire parce que tout simplement, vous n'êtes pas sur la situation ou le terrain de l'ennemi et que donc, en réalité, vous pouvez occasionner énormément de pertes. Vous ne pouvez pas permettre à l'adversaire que de se rendre, en fait. C'est ça l'idée. Et il faut d'autant plus la mettre en perspective que si c'est moins le cas aujourd'hui, au XXe siècle, on a eu justement des politiques de stratégie aérienne qui visaient au particulier les populations civiles pour arriver à des objectifs politiques. Alors là, vous nous dites, on s'éloigne du sujet sur l'Iran, en analysant la puissance aérienne, c'est vrai, mais on voit bien qu'on est en train d'y revenir à plein. Donc ça, c'est la première chose. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut bien comprendre dans la phrase de l'Idelart. C'est qu'on ne peut pas obtenir la victoire qu'avec la puissance aérienne. Là, voilà la surprise. Et en réalité, ça veut dire que pour obtenir la victoire, il faut nécessairement lui adjoindre une puissance terrestre. Alors là, ça devient de plus en plus important, me semble-t-il, dans le contexte tel qu'on est en train de le dire. C'est-à-dire que la puissance aérienne est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Et là, pour s'en convaincre, le meilleur moyen, c'est que de regarder les exemples du passé. Quels sont les exemples qui nous viennent spontanément à l'esprit? D'abord, la bataille d'Angleterre. La bataille d'Angleterre, à l'été 1940, et notamment en septembre et en octobre 1940, elle est d'autant plus intéressante que dans la dernière phase de la bataille d'Angleterre, la Luftwaffe s'est clairement mis dans l'esprit que de bombarder les Britanniques. Et on ne manquera pas de remarquer que l'idée était de casser le moral de la population, que de l'amener à la reddition, et donc d'obtenir un résultat politique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé exactement au contraire de ce qui était escompté, c'est-à-dire qu'on a une opinion publique qui s'est raidie, qui s'est soudée davantage et qui a soutenu davantage l'effort de guerre. Là où c'est intéressant,
c'est que je rappelle que dans la perspective du sujet par rapport à l'Iran, on peut donc légitimement s'interroger sur quel peut être l'effet que les bombardements ont eu sur la population iranienne. C'est conforté par nos autres exemples. Parce que quand les anglo-saxons ont matraqué, il n'y a pas d'autre terme, les villes allemandes entre 1942 et 1945 sans discontinuer, ça aussi c'est quelque chose qui est très oublié, en visant en particulier les populations civiles. Et on ne prendra que deux exemples. L'exemple d'Hambourg, par exemple, en août 1943, où il est clairement dit qu'il faut raser des quartiers entiers, ou l'exemple de Dresde en février 1945, qui a fait des polémiques, y compris dans les hommes politiques britanniques à l'époque, et qui a entraîné plus de 20 000 morts. On arrive exactement à l'effet contraire. Et il n'y a pas de contre-exemple. Parce que j'entends certaines voix, peut-être assez spontanément, me dire « Oui, mais alors là, vous êtes en train de laisser de côté le bombardement de Rotterdam du 14 mai 1940 qui a forcé les Néerlandais à la reddition. » Ça n'est pas exact. Les troupes allemandes étaient déjà en train d'investir la ville, d'une part. Il avait d'ailleurs été donné l'ordre d'arrêter le bombardement, même si ça n'a pas été possible. Et on voit bien que c'est la présence des troupes terrestres qui a entraîné la capitulation des Pays-Bas le 15 mai 1940. De même que si on reprend l'exemple libyen, parce que c'est un autre exemple qu'on pourrait nous mettre en avant, on pourrait faire remarquer que les bombardements qui ont été mis en place par les différentes forces aériennes françaises et britanniques notamment, mais pas seulement, sous mandat onusien, faut-il le rappeler, ont été d'autant plus efficaces qu'en fait, ils soutenaient la rébellion et qu'ils soutenaient les rebelles face au colonel Kadhafi. Quant au bombardement d'Hiroshima du 6 août 1945 et du 9 août 1945, je pense que tout le monde aura la décence de comprendre que l'arme atomique étant utilisée, on n'est pas du tout dans la même perspective. Donc, ces exemples historiques appuient, me semble-t-il, de façon incontestable, en synthèse, la phrase de Lee Delhart. Et là, c'est très très important à souligner. Ça veut dire que la puissance aérienne n'a pas la vocation seule à remporter la victoire, qu'elle a sa seule capacité, si elle est utilisée seule, c'est de repousser des délais ou de gagner du temps, et que là, en l'occurrence, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en considération. Encore faudrait-il être totalement sûr de l'amplitude des destructions. Et là, je reviens au programme nucléaire iranien, tel que ces bombardements les ont créés, parce qu'on voit bien que de cette amplitude de destruction, ça va en réalité conditionner le temps qu'on a gagné. Or, de par les rapports qu'on a jusqu'en 2025, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a des polémiques et que c'est une estimation qui est redoutable à mettre en place. On a vu, alors à travers l'exemple iranien, peut-être gagner du temps, mais encore efficacité limitée, reddition qui n'est pas obtenue, par exemple dans le cas de l'Angleterre en 40. On voit que finalement les limites sont criantes de la puissance militaire aérienne. Pourtant, cette arme ou cet outil est employé, et on peut se demander s'il n'y a pas d'autres raisons à l'emploi de ce ressort-là. Si, et il y en a trois, et trois essentiels me semble-t-il qu'il convient de mettre en avant. Parce qu'évidemment, là, la tentation dans la quantité d'autres questions, c'est de dire, bon, mais usage de la force terrestre. Seulement là, on va se rendre compte en particulier que dans l'hypothèse du cas iranien, ça va s'opposer à deux choses. D'abord, que ça demande des moyens considérables, avec des risques qu'ils sont tout autant, et que le contexte iranien les démultipliait peut-être lui-même. Qu'ensuite, et ça peut être aussi surprenant pour nos auditeurs, les Américains n'ont pas souhaité fragiliser davantage l'Iran parce qu'ils ont pu considérer que autre chose que la voie aérienne pourrait amener à un déséquilibre majeur de la société iranienne qui n'est pas souhaitable. Donc tous ces éléments-là, il va falloir les remettre en perspective. Et puis enfin, clairement, on verra que dans la démarche aérienne américaine, il y a une vraie vocation liée à de la communication, qui a un message qui est porté, qui peut d'ailleurs être de nature différente selon les acteurs auxquels il va être adressé. Vous l'avez plus ou moins laissé entendre, mais pour obtenir une victoire, il aurait fallu peut-être appuyer la puissance aérienne par une intervention sur le terrain. Pourquoi cette option n'a pas été retenue ? C'est une option qui est évidemment très tentante, surtout pour des pays ou des armées qui semblent pouvoir s'auréoler d'une telle suprématie ou d'un tel avantage par rapport à l'adversaire. Et cette démarche pourrait paraître d'autant plus légitime qu'elle a déjà été faite par le passé. C'est toute la démarche qui a été entreprise par les néoconservateurs américains, notamment. On peut penser surtout à la présidence Bush, puisqu'on a même appelé ça la doctrine Bush. Et que ce qui est intéressant dans la doctrine Bush, c'est que justement, il était question de faire usage de la force
y compris et surtout terrestre, pour pouvoir d'une part arrêter des programmes nucléaires et pour pouvoir d'autre part faire ce qu'on appelle dans le langage anglo-saxon du regime change, c'est-à-dire qu'on vient changer clairement la nature politique d'un régime pour bousculer la situation dans la région et arriver à une situation qu'on espère meilleure. Seulement là aussi, les exemples sont intéressants. Et on peut d'autant plus les mettre en avant et avoir la fierté ou s'enorgueillir de les mettre en avant dans le cadre de nos séances de géopolitique, que là, je vais demander à nos auditeurs de se souvenir qu'il y a 3 séances sur lesquelles on peut s'appuyer en ce qui nous concerne. D'abord, quelles sont ces 3 séances? Une qui s'intitule « Irak 20 ans après ». Donc c'est intéressant parce que là, on voit bien quelles ont été les conséquences de ces opérations sur un temps aussi long. Mais il y en a 2 autres qui sont intéressantes parce qu'elles ont trait à l'Afghanistan. Une qui s'appelait d'ailleurs Afghanistan, le retour à la politique. Mais la 3e, c'était Afghanistan, le nouveau Vietnam, ou est-ce un nouveau Vietnam pour les Américains? Et rien que le titre, je crois, suffit à expliquer qu'apparemment, les résultats n'ont pas dû être aussi satisfaisants que ça, non seulement sur le terrain, mais même pour les Américains, dont on se rappelle qu'ils ont dû, il n'y a qu'à revoir les séances, partir de façon assez précipitée et relativement piteuse. D'ailleurs, pour dire clairement les choses, il faut se rappeler de ce que John Sopko, qui était ce qu'on appelait le cigare. Donc en fait, c'était le spécialiste général sur la question de la reconstruction de l'Afghanistan, avait dit dans un rapport de 120 pages, qui était sorti en août 2021, et le rapport s'intitulait quand même « Ce que nous devons apprendre ». Donc là, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent en référence. Pourquoi est-ce que je suis en train de penser à ce rapport? Parce qu'il y avait un élément ou un paramètre qui était mis en particulier en évidence et qui expliquait l'échec de ces opérations. Et quel est ce paramètre? Donc, il y avait en fait une double logique. D'abord qu'il y avait une sous-estimation de la difficulté de l'Afghanistan à travers sa sociologie qui avait été mal appréhendée, qui avait été considérable. Ça, quand on va revenir sur l'Iran, on va se rendre compte que c'est quelque chose de très important. Mais surtout, que face à cette sous-estimation, à contrario, il y avait une surestimation, une sorte d'hubris, de par la masse financière déployée et la quantité de matériel déployé, il y avait une surestimation de la capacité militaire à transformer une société, même sur 10 ou 15 ans. Et que le cocktail de cette insuffisance de prise de considération de la complexité de la société afghane d'une part, et de la démesure, je crois que c'est le terme qui convient, de l'emprise de la puissance militaire d'autre part, avait amené à ce désastre. Donc là, on voit bien que qu'il y a une limite qui est inscrite dans des exemples historiques. Alors naturellement, à l'énoncé de ce qu'on va se dire, on va se projeter dans l'hypothèse, puisque certains observateurs ont osé mettre en avant cette hypothèse de ce que ça pourrait donner en Iran. Et pour s'en convaincre, on va rappeler quelques éléments. L'Iran, c'est un pays de 90 millions d'habitants qui fait 1 640 km², c'est-à-dire que ça le place de par cette superficie au 18e rang des pays les plus grands au monde, et dont en plus on peut, pour l'instant, on ira plus loin par la suite, rappeler aussi que c'est un pays à la société, à l'histoire multiséculaire qui peut plonger ses racines jusqu'à l'Empire perse. À l'énoncé de ce que je viens de dire, je crois que nos auditeurs des rendez-vous de la géopolitique n'ont pas souvent eu l'habitude de m'entendre utiliser des considérations qu'on qualifiera de radicales pour juger une proposition. Mais on peut se demander si la proposition du régime change par rapport à l'Iran, ça relève de la naïveté ou de la folie. Parce que là, franchement, envoyer des troupes dans un pays comme l'Iran, quand on voit ce qui s'est passé en Afghanistan et en Irak, ça laisse quand même très très dubitatif, d'autant plus qu'il y a un point que jusqu'à présent je n'ai jamais entendu par ailleurs, c'est que quand bien même on serait amené à changer le régime, qu'est-ce qui prouve que ce régime aurait une stratégie différente par rapport à l'acquisition de l'arme nucléaire? Imaginons maintenant un régime nationaliste. Est-ce que ce régime nationaliste iranien, surtout avec l'humiliation qu'aurait consisté sur une invasion étrangère, accepterait que de laisser un tel programme
En termes de symbolique, donc on voit bien là que la seule issue possible, c'est le fait que ce soit le peuple iranien lui-même qui fasse un changement politique et qui décide d'arrêter ce programme. On en vient assez naturellement à la deuxième limite que vous pointiez, c'est-à-dire qu'il y a un risque de déstabilisation du pays. Oui, parce qu'on voit bien que ça, c'est un constat, une raison, une dynamique qui vient s'inscrire directement dans la première. Là aussi, j'aimerais rappeler certains éléments qui me paraissent fondamentaux. D'abord, il y a 12 millions de Kurdes en Iran. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je souhaite mettre en avant? Le fait qu'il y a des forces centrifuges qui sont très fortes en Iran, si le gouvernement ou le pouvoir central venait à imploser. Et on va se rendre compte, là aussi, paradoxalement, toujours, que les Américains ont bien intégré et qu'ils ont pris en considération et qu'on peut en avoir la preuve. Parce que d'abord, donc, on a 12 millions de Kurdes. Et on voit bien, quand on connaît l'histoire du peuple kurde, que d'ailleurs, le nom de la région ne s'appelle pas véritablement le Kurdistan iranien. Pour celles et ceux qui le souhaiteraient, 12 millions de Kurdes, ça veut dire que c'est à peu près 14% de la population iranienne. Et puis, il y a aussi la région du Sistan-Baloutchistan, qu'on avait d'ailleurs l'occasion d'évoquer dans une séance précédente. Rappelons-nous qui avait plutôt trait aux différentes stratégies possibles entre l'Inde, le Pakistan, la Chine et justement l'Iran. Et on avait bien dit qu'en janvier 2024, ça c'est des événements qui sont toujours oubliés, l'Iran avait tiré des missiles sur un groupe insurrectionnel baloutche, parce que justement, ils sont en train de vouloir rentrer en insurrection contre le pouvoir central iranien, qui s'était réfugié sur le Pakistan, et que d'ailleurs, le Pakistan, en termes de rétention, avait lui-même tiré des missiles sur d'autres groupes insurrectionnels baloutches qui, eux, sont en Iran. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais qu'il y a un risque d'implosion monumentale. Mais ça, c'est assez intéressant, parce que c'est la plus grande crainte des Américains. Et il suffit de se rappeler de l'ouvrage Le Grand Échiquier de Brzezinski, pour se rappeler que dans cet ouvrage essentiel de ce penseur américain, de cet acteur politique américain, qu'est-ce qu'il était dit dans le chapitre 4 qui s'intitulait « Le trou noir ». Il était dit par rapport à l'Union soviétique que ce qui faisait le plus peur, c'était le fait qu'il y ait un pouvoir central qui implose totalement, qu'on ait un vide géopolitique. Donc on va avoir la surprise de retrouver page 122, une citation qui, dans la bouche d'un responsable américain, va paraître assez étonnant. Je cite, « L'effondrement de l'Union soviétique a provoqué une confusion géopolitique monumentale. » C'est exactement ce que les Américains veulent éviter, ce qui peut expliquer la promptitude ou la rapidité avec laquelle ils ont annoncé qu'ils voulaient faire des négociations avec l'Iran et avec le fait que le régime change n'était pas du tout dans leur optique. Il y a enfin une troisième raison qui est peut-être moins liée au théâtre des opérations lui-même, mais qui a une communication vis-à-vis de l'extérieur. Oui, vous avez raison, parce que ce qui est incroyable, c'est qu'indépendamment des aspects militaires, on voit bien que ces bombardements ont une dimension en termes de communication et qu'ils sont même utilisés pour envoyer un message. Et dans les bombardements aériens, c'est pas la première fois qu'on est dans ce genre de situation. Et là, on voit bien que les Américains envoient des messages envers 3 acteurs principalement. Alors évidemment, il y a l'Iran. Et là, on voit bien qu'il s'agit pour les Américains de dire au gouvernement iranien le projet que vous avez sur l'arme nucléaire, en ce qui nous concerne, c'est non. Et on est prêt à aller jusqu'au bombardement et à des bombardements majeurs quand même, parce qu'on n'a pas encore dit que c'est les centrales quand même d'Ispahan, de Natanz et de Fordo, excusez du peu, qui sont visées. Donc quand bien même les résultats ne sont pas encore totalement clairs au moment où on enregistre, c'est quand même une démarche, on bombarde des installations nucléaires quand même. Donc là, les Américains disent, nous, on est prêt à aller jusque-là. Et il faut bien entendre une conséquence de tout ce qu'on a dit précédemment. Ça ne peut être efficace que le sous-entendu est clair, que si on est prêt à recommencer, si vous recommencez, puisque l'objectif stratégique n'est pas atteint. Après, il y a un deuxième acteur vers lequel la communication est évidente, c'est la Chine. Parce que là, je renvoie nos auditeurs aux séances de la géopolitique qu'on a faites sur les stratégies américaines, et on voit bien que la Chine est toujours en perspective. Il s'agit de montrer aux Chinois que les Américains sont crédibles. Il s'agit de montrer aux Chinois que les Américains sont crédibles. Et là, il y avait 2 aspects qui pouvaient miner cette crédibilité. D'abord, le retrait ou le reflux américain d'Afghanistan, justement, en août 2021.
Et puis le fait que le président des États-Unis, Donald Trump lui-même, n'a eu de cesse de dire durant sa campagne électorale qu'il voulait absolument éviter la guerre, qu'il ne serait pas le président de nouvelle guerre, qu'il sortirait des guerres et qu'il se concentrait sur les États-Unis. Donc il faut quand même bien envoyer un message à la République populaire de Chine en disant attention quand même de ne pas nous prendre pour des gens qui seraient incapables d'agir, y compris avec des moyens très sophistiqués et massifs, parce que si on considère qu'un certain nombre de démarches vont trop loin, et là c'est Taïwan, alors là on est prêt à intervenir. Donc là il y a un vrai message envers la Chine. Et puis il y a un message qui s'adresse à tous les autres. Mais ce message-là, il s'adresse en particulier à tous les autres pays. Et là, il faut peut-être qu'on s'arrête un instant sur ce message-là, parce que, en fait, de quoi s'agit-il? En fait, la question qu'on peut se poser maintenant, ça va être la vraie question par rapport à ces bombardements, donc israéliens, mais notamment américains, en juin 2025, c'est comment va-t-il être ressenti par les autres États? C'est-à-dire, les Américains auront-ils réussi, à travers leurs bombardements, à mettre en place une logique de dissuasion, pour reprendre des terminologies qui sont liées à la triade stratégique, et qui, pour dire plus clairement les choses, consisterait à dire les autres pays sont définitivement convaincus qu'il ne faut pas se mettre à rechercher à avoir des armes nucléaires, sinon la sanction américaine sera peut-être pas immédiate, mais elle sera radicale et elle empêchera tout accès à l'arme nucléaire. Mais il y a une deuxième perspective qu'il faut envisager. Parce que peut-être que certains pays ont connu donc cette dissuasion, mais peut-être que certains pays vont se poser la question de savoir s'il ne faut pas plutôt être dans une logique d'accélération pour justement être dans une situation que de ne pouvoir plus être agressé, comme ça a été le cas de l'Iran. D'ailleurs, on pourrait faire remarquer que l'invasion de l'Irak par les Américains est quelque chose qui a accéléré les Iraniens dans leurs convictions. Ce qu'on est donc en train de dire, là, Olivier, c'est que la réaction que la plupart des États vont avoir face à ces bombardements va nous permettre de savoir à l'avenir si, au XXIe siècle, on va rentrer dans une période définitivement où l'arme nucléaire va être repoussée comme potentielle, ou si on va plutôt rentrer dans une ère de prolifération. Et on se rend bien compte là que c'est une question fondamentale, telle que les bombardements américains de juin 2025 sont en train de les poser avec plus d'acuité. Oui, la question de l'arme nucléaire redevient une question nouvelle. Fabrice, merci pour cette séance des Rendez-vous de la géopolitique. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.